On poursuit avec Jean-François Pinsonneau sur le même sujet. Montréal physiquement active. Alors, on était très heureux à l'automne 2014 lorsque la Ville de Montréal est devenue l'un des premiers partenaires de l'initiative Montréal physiquement active. Je pense qu'on était très contents. Parce que la Ville, elle fait déjà énormément. Elle est active depuis de nombreuses années sur le plan du mode de vie physiquement actif. Et c'était, à mon avis, une très belle occasion pour l'illustrer à l'automne 2014. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois que je fais une présentation, j'aime bien rappeler un peu les réalités percutantes, les statistiques à lesquelles on a toujours trop tendance à oublier. Je sais qu'aujourd'hui, vous en avez plusieurs avec vous, mais je ferai quand même encore une fois un retour rapide sur ce volet-là. Je situerai l'action qui se fait à Montréal, elle ne se situe pas seule, mais elle s'intègre dans un appel à l'action qui est beaucoup plus vaste, qui est un appel à l'action mondiale sur le plan du mode de vie physiquement actif. En fait, c'est pour contrer la sédentarité. La sédentarité étant l'axe principal à lequel on s'aligne au plan de l'action de Montréal physiquement active. Alors, je vous présenterai également la vision qui a été élaborée, qui est devenue à Montréal dans le cadre de la politique du sport et de l'activité physique, la vision et les principes du plan d'action régional Montréal physiquement active. Notre but, les 4 axes d'intervention, comment la Ville est vraiment un partenaire engagé et combien encore il reste à faire, mais qu'elle ne veut pas le faire seule, elle veut s'appuyer sur une action concertée avec plusieurs autres acteurs de la communauté montréalaise. Comment on l'inscrit dans un maillage régional qu'on croit assez fort et à lequel on espère pouvoir poursuivre pendant de nombreuses années et évoquer quelques éléments, à mon avis, importants en lien avec la réglementation municipale, qui, pour moi, est un vaste chantier à toujours réinvestir constamment. Alors, la réalité, elle est percutante. On l'a mentionné lors du sommet Montréal physiquement active, et là, pour la fin de la présentation, j'ai inversé la statistique qui était la première statistique qui est donnée. On évoquait dans le sommet qu'il y avait 30% des jeunes qui atteignaient les 60 minutes d'activité physique quotidienne demandées, mais mettons-le à l'inverse, ça veut dire que 70% de nos jeunes qui n'atteignent pas cette recommandation-là. Donc, ça nous laisse quand même une marge assez importante d'actions possibles à faire sur le territoire. Alors, si on ajoute à ça qu'il y a 75% des jeunes qui passent maintenant plus de 2 heures par jour devant un écran, c'est quand même important. Regardez le temps que vous allez passer aujourd'hui assis à nous écouter. Vous allez voir que c'est également aussi assez élevé. Alors, c'est sûr qu'on risque de plus en plus, notre société, laquelle elle est maintenant, on risque de plus en plus d'être sédentaire. Et dans une des actions qu'on soutient dans le cadre de Montréal physiquement active, autour de la table intersectorielle régionale, il y a une activité qui relevait, qui est soutenue par les 5 commissions scolaires de Montréal, qui relevait que les jeunes, les jeunes sont de plus en plus également à risque, puisque lorsqu'on considère qu'ils passent en moyenne 18 heures par jour, par semaine, au service de garde, en plus de 25 heures en enseignement, plus les heures également reliées à l'écran, ça fait quand même un bon nombre d'heures à lesquelles le risque d'être sédentaire augmente. Un appel mondial à l'action, parce que ce n'est pas juste une réalité que Montréal vit, c'est une réalité que toutes les communautés à travers le monde vivent. Et nous, on l'a illustré à Montréal en adoptant, dès le début de l'initiative, la Charte de Toronto pour l'activité physique, qui interpelle tous les acteurs du monde entier à implanter durablement des conditions qui favorisent un mode de vie physiquement actif. Alors, tous, on est invités à le faire, et le plan d'action régional Montréal physiquement active est une réponse à cet appel. Alors, pour Montréal, comment qu'on le voit? On le voit de les 3 éléments principaux à lesquels
on veut s'adresser pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se donne, c'est par 3 éléments. Une mobilisation intersectorielle forte, un partage des données probantes et de connaissances qui vise à faciliter une prise de décision efficace. L'enquête topo, par exemple. L'enquête topo 2012 et j'espère l'enquête topo 2015 qui devrait normalement débuter prochainement, qui va plutôt sonder les plus jeunes de notre population. Ce sont des données percutantes à lesquelles on peut, dans le temps, suivre l'évolution de la population et c'est seulement à travers de données percutantes qu'on peut vraiment agir sur le territoire. Alors, le soutien également à des investissements stratégiques. Alors, c'est de faire en sorte qu'on soit capable, ensemble, pas juste la Ville de Montréal comme acteur, mais également d'autres acteurs de la communauté, institutions supérieures, commissions scolaires, de venir agir sur le continuum de vie de la population pour voir les faiblesses dans l'offre qui est donnée ou les environnements favorables qui sont offerts pour pouvoir agir. On donne ici un peu les éléments du plan d'action mobilisateur, le plan d'action régional, la politique, les orientations d'action, les priorités d'action. La vision, c'est qu'en 2025, Montréal sera une métropole physiquement active, inclusive et accessible à tous, reconnue mondialement pour la qualité de son milieu de vie et son dynamisme sportif. Les 4 axes d'intervention qu'on a constitués autour du projet, c'est un aménagement urbain des milieux de vie en faveur de l'activité physique, l'accessibilité des placements actifs et de plein air urbain, la valorisation de la pratique sportive et ses événements et la promotion et communication d'un mode de vie physiquement actif et la politique du sport et de l'activité physique parce que Montréal a été un des premiers acteurs à l'adopter. On invite actuellement d'autres acteurs de la communauté montréalaise à l'adopter. Et les cibles qu'on s'est données à l'intérieur de cette politique-là, c'est qu'on veut augmenter la proportion des 12-17 ans qui appliquent la recommandation de faire 60 minutes d'activité physique par jour. Et peu de monde connaissent ces cibles-là. C'est des cibles assez audacieuses qui ont été choisi par les élus municipaux de la Ville de Montréal. On veut augmenter ce pourcentage-là de 30 à 35 % d'ici 2017, à 40 % en 2021 et 45 % 2025. Je m'excuse, j'ai mis 2015 ici. Alors, nous, notre objectif, c'était globalement de réduire de 10 % la sédentarité de la population de l'île de Montréal. Alors, comment la Ville est un partenaire engagé? Notre patrimoine collectif a une grande valeur sociale et économique. Il existe, examinons brièvement quelques données percutantes dans ce sens-là. Vous avez là, ici, la valeur des équipements récréatifs et sportifs municipaux à Montréal. C'est 1,5 milliard. La valeur des plateaux sportifs et des parcs, uniquement l'aménagement, c'est 4,8 milliards. Ça veut dire environ 1300 parcs pour une superficie de 38,6 millions de mètres carrés. Un budget de fonctionnement annuel en 2015 pour les activités récréatives, dont la moitié est pour l'entretien de nos parcs et espaces verts, de 300 millions par année. Ça inclut Ville-Centre, tous les arrondissements de Montréal. Pour être optimal, de la même façon qu'on a agi sur d'autres secteurs de nos domaines d'activité, il faudrait qu'on augmente l'investissement qu'on fait pour la mise à jour de nos parcs et espaces verts. Actuellement, on fait un investissement annuel de 40 millions par année. Il faudrait peut-être augmenter substantiellement ce montant-là pour arriver à réduire le déficit, le degré de vétusté de certains de nos aménagements dans nos parcs et espaces verts. Alors, c'est un enjeu colossal pour Montréal, mais notre solution est de faire en sorte qu'on le fasse ensemble avec l'ensemble des acteurs de la communauté. Alors, le maillage qu'on y voit, c'est autour d'un regroupement qui est fait à la table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie, où on trouve
l'initiative Montréal physiquement active et de l'autre côté, le système alimentaire montréalais, avec les 4 axes d'intervention, 5 activités régionales transversales et du côté de SAM, de 5 objectifs. Je terminerai donc la présentation par ouvrir la discussion par 3 éléments. Un, sur le plan de la réglementation municipale, on sait qu'actuellement, la loi concernant les parcs et les espaces verts, il y a un pourcentage que normalement les promoteurs ou ceux qui font l'aménagement de nouveaux territoires doivent donner pour des fins de parc, qui est de 10 %. Et on considère que cette contribution-là pour fin de parc n'est pas nécessairement une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification, mais elle s'apparente beaucoup plus à une redevance de développement. Pourquoi elle ne pourrait pas être augmentée pour faire en sorte que le nombre de pourcentage en superficie de parcs et d'espaces verts qui est donné lors d'un développement soit augmenté? Si on ne peut pas le faire sur le plan de la superficie, la loi permet d'aller chercher une compensation financière qui est au moins de 10 %. Cette compensation-là financière pourrait être plus élevée dans ce cas-là. Certaines municipalités y réfléchissent actuellement, notamment l'agglomération de Longueuil. Alors, je pense que ça pourrait être une réflexion qu'on pourrait apporter à Montréal. On doit aussi, dans un autre aspect, faire une augmentation substantielle des mesures d'apaisement de la circulation, réduction de la vitesse dans les rues locales, près des écoles, zones piétonnières. Et dans ce cadre-là, le fascicule sur les quartiers verts qui a été développé par la Direction des transports de Montréal est un document fort intéressant, extrêmement complet sur les différentes mesures qui peuvent être faites. Je pense qu'il vaut la peine d'aller le chercher. Vous pouvez simplement le faire à travers Internet. Je pense que c'est une mesure extrêmement intéressante. Et il faut également, sur un 3e volet, qu'on n'oublie pas que si on veut le faire au quotidien, augmenter l'activité physique, on doit s'assurer que nos milieux de vie, que l'offre commerciale de proximité soit aussi possible et de qualité. Sans ça, je pense qu'on n'incitera jamais nos citoyens d'être actifs quotidiennement, chaque jour, si cette initiative-là n'est pas prise. Alors voilà, à mon avis, 3 éléments qui peuvent interpeller le monde municipal, à lesquels lance des solutions possibles. Alors, je terminerai donc en disant demeurer actif au quotidien. C'est pour nous, donc, une initiative fortement importante. Actuellement, on est en plein mode de promotion sur ce plan-là. Montréal Bouge est un de ces éléments-là. C'est 17 grands rassemblements actifs actuellement qui ont lieu à Montréal. C'est en lien avec également le défi santé 530 et prochainement, le 20 mai, on donnera des prix sur les environnements favorables aux arrondissements montréalais ou aux municipalités de l'île de Montréal qui ont déposé des projets sur les 5 éléments reliés aux environnements favorables. Alors voilà, à mon avis, des bonnes occasions et soyez actifs. Merci. Merci beaucoup, Jean-François Pinsonneau, Corinne Voyer. Vous restez avec nous. On vous invite à venir au micro. Moi, j'avais une question. Corinne, tu parlais de peut-être diminuer les stationnements là, au endpoint, là, à l'arrivée des gens. Mais, en tout cas, dans ma famille, on a vécu des problèmes inverses, c'est-à-dire pas d'accès à des stationnements incitatifs près des stations de métro, près des stations de train. C'est très, très difficile de trouver de l'espace pour pouvoir utiliser les transports en commun. Je suis consciente qu'il y a aussi un espace physique restreint, mais est-ce que vous travaillez là-dessus aussi pour essayer de trouver des solutions à ça pour augmenter les transports, les stationnements incitatifs près des stations de services en commun, de transport en commun?
En fait, c'est important d'avoir toujours une vision globale des déplacements. Les gens, ils ne vont pas à une seule destination. C'est certain que les stationnements incitatifs pour les gens qui habitent en banlieue sont nécessaires si on veut encourager les déplacements alternatifs à l'automobile pour rentrer à Montréal. Il y a des experts avec nous aujourd'hui. Il y a Vivre en ville qui a vraiment une expertise sur les stationnements plus précisément pour tranquillement intégrer ça dans le schéma de pensée, mais il nous faut toujours réfléchir nos déplacements à l'échelle globale, pas juste d'un point A à un point B. Donc, les espaces, ça doit être réfléchi dans des plans. Il y a les schémas d'aménagement, les plans de déplacement, les plans de métropole. Là. Il y a plein de plans qui existent en transport. Donc, ça doit tout être en complémentarité, ces affaires-là. Merci. Oui. Oui. Bonjour, je suis Marie-Ève Maillé, je suis professeure associée au Symbiose à l'UQAM. Ma question va s'adresser à M. Pinsonneau. Je reviens d'un séjour de 3 ans et demi en Allemagne où j'ai été extrêmement gâtée comme cycliste et comme piétonne. Alors, je ne m'éterniserai pas sur le sujet, mais il y a énormément de mesures qui existent dans les villes européennes, dans les villes allemandes, entre autres, qui facilitent le transport à vélo. J'ai vu dernièrement que Montréal voulait augmenter le nombre de sas à vélo qui existent à l'intersection, qui permettent aux cyclistes de s'installer devant les voitures parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'accidents qui surviennent à cet endroit-là parce que les cyclistes sont souvent dans les angles morts des véhicules. Et j'ai été vraiment étonnée de voir dans cet article-là qu'installer un sas à Montréal coûtait entre 5 000 et 10 000 $. Et en discutant avec des collègues sur Facebook, j'ai découvert qu'un banc de parc coûtait 2 000 $ à environ. Alors, j'étais dit, ben oui, mais ça c'était supposé m'expliquer pourquoi c'était si cher, mais je sais que la peinture est spéciale, là, mais c'est toujours bien juste de la peinture, justement. Alors, comment ça se fait qu'une initiative comme celle-là coûte si cher, qui fait en sorte, finalement, qu'on les limite parce que c'est ça, les coûts sont vraiment prohibitifs. Comment ça se fait? Bon, je ne suis pas un spécialiste au niveau des SAS pour les vélos. C'est sûr que les investissements au plan municipal, ce sont des sommes assez importantes. Parce que on veut que ce soit une durée de vie le plus longue possible. Et on ne peut pas appliquer, par exemple, sur le plan des peintures, on ne peut pas appliquer n'importe quelle de ces peintures-là. Et si on agit uniquement avec réduire nos dépenses sur ce plan-là, souvent elles disparaissent rapidement. Alors, je n'ai pas nécessairement de réponse, si ce n'est qu'on a des critères quand même importants qu'on veut atteindre. Si on installe un banc de parc, on veut qu'il ait toutes les conditions pour qu'il reste banc de parc pendant de longues périodes. Malheureusement, on fait face, dans une ville comme Montréal, à bien des enjeux qui sont reliés à des fois des mauvais coups, on s'en sert de mauvaise façon, alors, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une question facile et malheureusement, sur le plan des coûts, c'est un enjeu majeur qu'on vit continuellement. Peut-être juste pour me permettre, au niveau des coûts, il y a moyen d'économiser quand c'est quand on fait des travaux de réfection routière, par exemple. C'est une façon de venir épargner une partie des coûts là. Parce que c'est sûr que développer des nouveaux aménagements ponctuels comme ça peut paraître très significatif, mais si c'est planifié dans la réfection, c'est une façon d'économiser parfois. Tout à fait. Oui, madame. Oui, bonjour, je suis Louise Bainville, conseillère de ville sur le plateau. Déjà, en disant le mot plateau, j'ai pas trop besoin de rajouter qu'on travaille à temps plein sur essayer de gérer le taux élevé de voitures, les piétons et les vélos. Au-delà de ça, on est ici pour rêver ce matin. Je veux vous faire part de mon rêve à propos de l'école publique qui, elle, avec les budgets, va peut-être en avoir moins. Et je fais le pari que plusieurs activités d'ordre physique peuvent tomber dans les écoles, compression oblige. C'est souvent des choses qui tombent. Alors, mon rêve, ce serait que l'école publique ajoute à son cursus scolaire 30 à 60 minutes d'activité physique par jour. Parce que il faut qu'on développe la mentalité qu'il faut bouger, puis c'est difficile d'inculquer cela dans les horaires des parents et des enfants. C'est extrêmement difficile. Écoutez, les défis santé,
les 5-30, ça fait des années qu'on en parle. Et je me dis que si on n'agit pas au tout début de la vie ou d'un jeune primaire ou secondaire au niveau de l'école publique, il n'y a pas grand-chose de prévu pour ça. C'est toujours des miettes. Donc, mon rêve, c'est que le gouvernement du Québec donne ce temps-là obligatoire au cursus scolaire, puis il peut y avoir des partenaires là-dedans. Ça peut ne pas coûter très cher, mais c'est ce dont je rêve ce matin. Je voudrais juste ajouter que l'école privée en fait automatiquement beaucoup, mais il faut se rappeler que les parents payent. Puis souvent, quand il y a de l'activité physique, les parents doivent payer en parascolaire. Donc, voilà mon rêve. De l'intégrer au cursus scolaire et non pas parascolaire. Tout à fait au cursus scolaire obligatoire. Et là, le sentiment de bouger va être un manque à un moment donné parce qu'ils en feraient 5 heures par jour. Le reste s'ajouterait, d'après moi, très facilement. Merci, Madame. Si je peux juste ajouter, la Coalition POIA fait des recommandations pour le milieu scolaire. Ils sont à notre kiosque. C'est 5 recommandations pour augmenter le temps actif à l'école. Le transfert actif, évidemment, en fait partie, mais il y a d'autres mesures. Et puis, il y a une politique sur le sport et l'activité physique et le loisir qui est attendue depuis longtemps et qui devrait effectivement peut-être voir le jour. Je dis encore peut-être, là, mais cet automne, les consultations sont terminées. Mais comme c'est un nouveau gouvernement, on peut peut-être s'attendre encore à des fenêtres d'opportunité pour partager notre vision. Et voir nos rêves se réaliser. Oui. Madame. Bonjour, Isabelle Lisée du Carrefour Action municipale et famille. Dans un premier temps, j'aime bien ce qu'on entend ce matin, mais j'aimerais aussi voir le milieu rural. C'est très ville, le Québec étant ce qu'il est. Nous accompagnons des villes. Alors oui, il y a beaucoup d'actions qui sont adaptables. Je pensais aux tabagistes tantôt qu'on entendait. C'était vraiment des choses qu'on pouvait exporter vers des communautés. Il y a des gens de la Naudière aussi qui vivent avec des communautés rurales. Donc pour moi, c'est important qu'on voit que le Québec n'est pas seulement des grandes villes, donc des petites villes, mais j'ai quand même vu des choses qui sont transportables vers les petites villes. L'autre élément, les éléments concrets, de venir influencer des choses qu'on fait déjà pour apporter cette préoccupation-là d'être actif et de manger sainement. Je pense qu'à travers les actions des municipalités, on peut aller ajouter cet élément-là sans nécessairement recréer de nouvelles, que ce soit des politiques ou actions, mais d'aller plutôt influencer ce qui se fait déjà. Je pense à nos amis, entre autres, de Saint-Basile, qui sont ici ce matin, qui ont instauré l'installation, entre autres, là, de sport à vélo lorsque les gens viennent aux événements. Donc, on ne vient pas nécessairement en voiture, mais on peut facilement, et les facilités sont là pour pouvoir le faire. Alors, ce sont des petits gestes qui, des fois, vont venir à la longue faire la différence. Alors, pour moi, c'est important qu'on voit aussi ces éléments-là qui peuvent se situer dans des petits gestes de moindre importance, on peut dire ça comme ça, mais qui vont venir graduellement influencer la communauté à offrir un milieu de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus physiquement actif. Ça s'intègre bien dans les politiques familiales, hein? Effectivement. Et c'est bien aussi que dans les conférences régionales des élus, que justement des municipalités de différentes tailles partagent ce qu'elles ont fait pour que d'autres puissent se dire « Ah ben eux, ils ont 10 000 habitants ou 25 000, puis ils ont été capables de le faire. Alors, nous, peut-être aussi que, je ne sais pas, moi, pour l'été prochain, dans nos camps de jour, on pourra faire des ateliers de cuisine ou utiliser le stationnement de tel endroit pour faire telles activités. Même dans les camps de jour, il y a des possibilités d'arrimage. En tout cas, il y en a oui, plein, donc, absolument. L'Université de Montréal l'a fait aussi, puis d'autres municipalités à l'extérieur de Montréal ont repris cette idée, tout à fait. Dans une étude qui a été faite en mars 2011 par Nicolas Fontaine sur la contribution aux fins de parc, le premier exemple que je donnais dans ma présentation, malheureusement, les communautés rurales sont les communautés qui n'utilisent peu cette réglementation pour doter leur territoire de parcs et d'espaces verts. Dans l'étude, on dit que dans bien des cas, les petites communautés vont demander à peine 5 de contribution des promoteurs pour leur communauté rurale. Donc, je pense qu'il y a place, l'initiative qu'on évoque là, il y a place également pour cet exemple-là, ça touche également les communautés rurales et de manière importante. Il faut le faire dès maintenant si on veut que le territoire soit doté de meilleurs espaces verts ou de corridors verts. Tout à fait. Madame. Françoise Gloutenay. Citoyenne retraitée de l'arrondissement de Verdun et Coalition Montréal. Alors,
En fait, c'est de l'ordre du commentaire, mais aussi du questionnement. Monsieur Pinsonneau, je trouve que dans l'aspect, vous avez parlé de lieux publics où, où il y aurait, où Montréal bouge. Je trouve qu'on oublie facilement tout l'accès aux ruelles vertes, aux ruelles, et à la proximité pour les résidents d'y avoir accès facilement et de développer des choses. Je trouve ça aurait été intéressant de voir la superficie des ruelles qu'on a à Montréal. Et ça, je trouve que c'est sous-développé et qu'il y aurait moyen de faire des choses. On pourrait faire des accès, parce qu'il y en a partout dans des grandes villes. Je pense à Paris, je pense à d'autres villes, où là, il y a vraiment, on a développé un concept et c'est un lieu public qui est sous-utilisé ou qui est utilisé pour autre chose que pour les piétons. Et ce serait tellement intéressant si on pouvait développer ça et les gens pourraient marcher à travers les ruelles. Ça pourrait devenir des lieux pour les vélos, des lieux comme on avait quand on était plus jeune. C'était des lieux où est-ce qu'on jouait au ballon chasseur, on jouait, et c'était à proximité des résidences. Je sais qu'il y a comme à l'arrondissement de Verdun, on a développé des ruelles vertes, mais il n'y en a pas assez. Il faut vraiment, c'est un lieu qu'on doit se réapproprier. Quand vous parlez de ruelles, on a tout de suite des images dans notre tête quand on parle de ça, ruelles vertes, et puis effectivement, est-ce que vous voulez commenter? Je n'ai pas voulu évoquer cet élément-là dans ma présentation, puisqu'on va y toucher un peu plus tard, mais sachez que vous avez tout à fait raison et c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, dans le plan d'action régionale, qui est soutenu par la table intersectorielle régionale, il y a un projet qui touche tout à fait les ruelles vertes. Il y a un projet actuellement qui est en gestation pour mettre en évidence 5 parcours particulier de ruelles vertes et actives à Montréal, qui est regroupé par le regroupement des écoquartiers, dont M. Octo est ici présent aujourd'hui dans la salle. Je pense qu'effectivement, il faut faire mieux. D'autres grandes villes ont fait beaucoup mieux que nous sur ce plan-là. L'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie a fait énormément. On a développé un guide en 2012 sur ce plan-là, très bien fait, qui évoque des façons de faire excellentes sur ce plan-là. Je pense qu'il faudrait l'étendre de plus largement. Vous savez, Montréal, le problème, c'est pas qu'il ne manque pas de belles initiatives. À mon avis, on regorge de belles initiatives. C'est d'étendre ces initiatives-là d'une manière, avec une ampleur beaucoup plus large, qui est l'enjeu majeur. C'est ça qui est difficile à Montréal. Alors, je vais faire ça brièvement. Alors, Isabelle Litourneau, je prends mon chapeau de citoyenne du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour, M. Rotran, on s'est déjà rencontrés. Une belle initiative que je voulais saluer dans notre arrondissement, c'est un projet qui s'appelle « Ça bouge dans le parc », qui est là depuis, je pense, 2 ans, dans Notre-Dame-de-Grâce et dans Côte-des-Neiges. Et ça permet vraiment aux jeunes d'aller dans les parcs l'été. Souvent, les amis ne sont pas là, sont partis en vacances, sont dans les camps. Alors, ceux qui sont en ville, des fois, ne savent pas trop quoi faire. Alors, il y a des animateurs de parcs qui sont là et qui, dans le fond, qui prennent en charge un peu les enfants qui sont là, qui peuvent s'amuser avec eux, mais tout en restant très libres et actifs. Alors, c'est une belle initiative qui pourrait être en plus élargie peut-être week-end. Alors, je tenais à saluer cette belle idée-là. Et aussi peut-être une lumière jaune. Ce matin, je marchais vite pour aller au métro. Et avec tous les projets de travaux dans notre arrondissement, c'est certain qu'il n'y a plus rien de fluide. Alors, essayez vraiment de travailler pour que le transport actif soit beaucoup plus favorisé pour qu'on puisse circuler plus facilement comme piéton, comme cycliste dans Notre-Dame-de-Grâce avec le CUSUM et l'échangeur Turcot. Donc, faire en sorte qu'on puisse aller plus vite. Je marchais plus vite que les autos ce matin. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est un élément important dans les travaux de construction routière. Souvent, on oublie d'aménager correctement pour les piétons et les cyclistes, puis on les met en danger. On leur fait faire des détours épouvantables, puis il y a peut-être moyen juste de l'intégrer dans la façon de... Parce que je pense que c'est juste qu'on n'y pense pas. Donc, c'est à y penser. Monsieur. Bonjour, c'est Pierre Marcoux, des Amis du Parc en Grignon. Je vous remercie pour la présentation que vous avez faite sur comment demeurer actif au quotidien et tout ça. Je trouve que vous avez vraiment
vous avez cerné les points essentiels, finalement, dans le développement d'une ville, c'est-à-dire pour rendre que les gens aient une meilleure santé, c'est-à-dire de bouger au quotidien. Vous avez mentionné sur l'apaisement de circulation, il y a quelqu'un, je pense que c'est Mme Voyer, qui a mentionné sur le dégagement des intersections. C'est un commentaire aux élus qui sont ici, c'est que finalement, la loi interdit aux gens de stationner proche des intersections. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que la Ville et qu'est-ce que votre association peut faire pour corriger cette lacune de non-visibilité aux intersections qui rend finalement l'expérience de marcher non agréable ou moins agréable dans une ville. De marcher et de traverser, vous avez raison. J'ai pas beaucoup d'options, sauf que c'est sûr que c'est d'appliquer le règlement qui existe. Là, présentement, je pense qu'on est très tolérant à Montréal par rapport à ce règlement-là qui n'est pas nécessairement appliqué au niveau des intersections. Puis si on ne veut pas l'appliquer avec la répression policière, une des meilleures solutions, c'est de soit faire des saillies de trottoir qui vont empêcher la voiture de se stationner. Donc, on avance le trottoir à l'intersection, ce qui fait qu'on a une marge sécuritaire. Ça peut être de mettre des bacs à fleurs, des racks à vélo, un mobilier urbain, que ce soit un bollard. Les bollards, souvent, c'est pas très cher. Ça s'enlève, ça se ramène, c'est facile. Ça peut être des solutions qui sont à envisager pour, même au niveau des intersections. Toute l'île de Montréal a beaucoup d'intersections, mais les principales sont surtout autour des artères. C'est là que les enjeux de sécurité, on le voit sur les cartes que la DSP de Montréal a développées. Là où il y a un flux automobile important, puis une densité de piétons, c'est certain que c'est là que les conflits apparaissent, puis que la sécurité est compromise. Je vais prendre une dernière question de la salle. Excusez. Louis Drouin, je suis responsable médical du secteur environnement urbain et santé à la DSP de Montréal. Je souligne l'excellente présentation de nos deux présentateurs. Je crois que tous les enjeux ont été adressés, mais je voulais en rajouter un dernier. Et c'est axé avec les deux cartes que vous avez, la carte des traumas routiers. Et ce n'est pas le fait du hasard qu'il y a plus de traumas dans les quartiers où les volumes de circulation sont très élevés. Ce sont les quartiers centraux. Ce n'est pas non plus un hasard que là où on a le plus de piétons et de cyclistes, ce sont les quartiers centraux de Montréal. Vous avez plus de 60% des gens qui se rendent à pied, à vélo, en transport en commun, au travail ou à l'école. Ce sont les quartiers, en termes d'activité physique de transport, qui ont les taux les plus élevés au Québec. Ce n'est pas le fait du hasard, parce que vous avez des pistes cyclables, vous avez un réseau de transport en commun hyper bien développé avec le métro de Montréal, entre autres. Vous avez des services de proximité. Vous allez à Dollard-des-Ormeaux, vous tombez à 5% d'activité physique de transport. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement ou un aménagement urbain qui favorise le taux. Vous avez multiplié les autoroutes. C'est le même cas à Laval. Donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur. Comment renverser la tendance? Non, pas dans les quartiers centraux, parce qu'on est déjà physiquement actif. L'enjeu dans les quartiers centraux, c'est réduire le volume de circulation. Quand on parle aux citoyens d'Antique, qui étaient d'ailleurs, que j'ai beaucoup écouté lors des audiences publiques sur l'autoroute 19, les gens ont dit, pourquoi une autoroute à Laval qui va nous ramener du volume de circulation sur Montréal? Donc là, on a un enjeu un peu plus macro. Comment réduire les volumes de circulation sur les quartiers centraux? Donc là, à ce moment-là, le maire ne peut rien faire. On doit s'adresser à des politiques gouvernementales où on doit mieux articuler l'aménagement du territoire avec un système de transport non pas axé sur l'autoroute, mais sur les TOD, Transit Oriented Development. Et moi, je crois que ça, c'est l'enjeu principal pour faire en sorte que, les gens qui circulent en ville à pied, à vélo, se sentent plus en sécurité parce qu'on réduit les volumes de circulation, mais qu'en même temps qu'on commence, parce que ça va prendre 20-25 ans, à redensifier autour des axes de transport en commun, parce que là, ça va être une décision
gouvernementale, non pas de développer un système autoroutier dans la région métropolitaine, mais un système carrément axé sur le transport en commun. Moi, c'est ça le commentaire et l'enjeu principal. Et ça, il faudrait l'adresser également dans vos présentations. C'est l'enjeu majeur pour qu'on puisse retransformer non pas seulement la ville de Montréal, mais l'ensemble de la région métropolitaine vers, moi je rêve, où qu'on a des taux d'activité physique de transport qui sont plus à 60 % des quartiers centraux de Montréal et qu'on ait ça partout dans la région métropolitaine d'ici 25 ans. Merci.